Salut! Dans cette vidéo, je continue de travailler sur cette voiture et j'espère qu'elle va enfin rouler pendant plus de 2 jours sans problème. Je te conseille de regarder les autres parties, sinon tu vas pas tout comprendre, donc il y a une playlist dans le coin en haut à droite avec toutes les vidéos. Dans la dernière vidéo, j'ai rajouté un injecteur pour pouvoir tourner à l'éthanol, sauf que j'ai pas encore pu correctement la régler parce que je trouve que le moteur chauffe de manière anormale. Et à la fin de la dernière vidéo, je t'ai dit que ça venait sûrement du Calorstat. Donc on va passer tout de suite à la liste des objectifs. Il faut que je change le Calorstat. Le ressort de la wastegate du turbo est un peu trop dur, donc je suis obligé de la laisser en permanence un petit peu ouverte, donc forcément le boost arrive très tard. Il faut que je trouve une solution. Et après, j'espère que ça sera la fin des problèmes et que je vais enfin pouvoir correctement la régler. Bien, donc ce truc, c'est un Calorstat. Celui-là, il est neuf. Je l'avais déjà en rab. Je sais pas trop si ce bruit est normal, mais quand la température du liquide de refroidissement qui est dans le bloc atteint une certaine température, là en l'occurrence c'est 87 degrés, ce truc va commencer à s'ouvrir et va laisser passer le liquide de refroidissement qui vient du radiateur dans le moteur. Donc cette pièce est censée garder le moteur à une température optimale en permanence. Sauf que des fois, il arrive que cette pièce se grippe, soit elle s'ouvre plus complètement, soit elle s'ouvre plus quand il faut, soit elle s'ouvre plus du tout. Et donc il faut savoir que le Calorstat a déjà été changé sur cette voiture. Du coup, ce qui se passait, c'est que le ventilateur se déclenchait quasiment plus, alors que le mano à l'intérieur, il indiquait 115 degrés en permanence, même en roulant, tu vois, donc... Bref, c'était une grosse merde. On a eu de la chance de pas péter le joint de culasse. Et du coup, le Calorstat a été remplacé par un neuf. Sauf que, je sais pas, soit on n'avait pas le joint, ou il y avait un problème, en tout cas au niveau du joint. Ce qui fait que après avoir été remonté, il y avait du liquide de refroidissement qui fuyait. Du coup, pour qu'il arrête de fuir, on l'a serré de plus en plus fort. Sauf que tu vois, il y a que 2 vis. Plus en plus fort, plus en plus fort, plus en plus fort, plus en plus fort. Et là, il y a une vis qui s'est cassée. Dans le bloc. Donc évidemment, geyser, du liquide partout. Et forcément, l'air bien con, parce que la vis, elle était vraiment cassée à ras dans le bloc. Et là, si t'arrives pas à sortir ta vis, tu peux changer le moteur, on va dire. Et bref, je te passe les détails, mais c'était une immense merde. À grands coups de marteau et de tournevis plat, on a carrément pété un petit morceau de bloc qui était autour du pas de vis. Pour arriver à choper la vis, c'était une immense merde. Du coup, en remontant le nouveau Calorstat, on a mis à peu près 4 tonnes de joints silicone. Et par miracle, il n'y a jamais eu de fuite. Sauf que le problème, c'est qu'il faut que je le redémonte. C'est parti. Pour enlever le Calorstat, évidemment, il va falloir que je vidange le radiateur. Donc je sais pas si tu vois, mais il y a une sonde au bout de mon doigt là. Et ça c'est la sonde de température d'eau. J'ai le mano dans l'habitacle. Et en gros le ventilateur, tu vois, il se déclenche quand ce truc là, il arrive à peu près à 92 degrés. Et du coup, quand il se déclenche, la sonde qui se trouve ici m'indique à peu près 115 degrés. Donc ça veut dire que entre là et là, il y a plus de 20 degrés de différence. Je crois que c'est pas normal. Ok. Donc le Calorstat est là. Le morceau de bloc cassé, il est au bout de mon doigt là. C'est rempli de joints. Ah ouais, tu vois la grosse merde là? C'est coupé ici. Oh la merde, je te ferai un zoom là-dessus là, attends. Il y a à peu près 1,5 mm pour que ça jointe ici. Et c'est ça qui fait que ça fuit pas. Pourquoi il y a 2 joints? Voilà. Je vais laisser les deux sécher un petit moment. Ok frérot, le joint commence à durcir. Tu vois, il colle plus. Donc je vais le remonter. Comme ça.
Je vais arrêter là. Et demain, je vais le resserrer. Ok frérot. Bon, j'ai serré le Calorsta. J'ai remonté les durites. J'ai mis du liquide de refroidissement. Donc maintenant, purge. On va voir si elle démarre au quart de tour. J'en doute quand même. Ça va. Ça va. « 56, 57, 30, 108, 110, 109, 115. C'est toujours trop chaud. Pourquoi il me dit ça, ce connard là? Attends, le truc il est censé se déclencher à 92. Et là il me dit 87, 75, 70, 85. Voilà, l'eau à 90, lui il est à 103, 104, bon ça va quoi, il n'y a rien d'excessif, tout va bien là. On est à 4000 tours, je suis à 4 pédales, on est à 12,5, échappement 600. Bon là elle chauffe pas du tout, enfin tout va bien quoi, on est à 90, 108 l'huile. Forcément il y a un turbo donc il faut bien que l'huile soit quand même plus chaude qu'avant. Donc ça fait 15 fois que je répète la même chose mais franchement ça va quoi. Il faut savoir qu'il y a un voyant qui s'allume quand ça chauffe trop, mais quand le voyant il s'allume c'est quasiment trop tard. Et il faut savoir que le jour où le Calorsta il avait pété la première fois là et qu'après tu sais ça fait geyser et tout, le voyant de température il s'est allumé. Donc franchement on a eu vraiment très très chaud, c'est le cas de le dire. Pour l'instant je laisse du retard à l'allumage, là à partir de 0,2 bar je suis à -2, puis après -3, puis après -6 à 0,5 bar. Je préfère laisser le retard pour être safe, mais j'essaierai un peu d'augmenter l'avance plus tard en utilisant la fonction Road Dyno là. Qui en gros c'est comme si tu la passes sur un banc mais sur la route. Alors, je vais faire un test pour voir. Je vais me caler à 2000 tours à peu près. Là je fais Start Dyno. Voilà, et là j'appuie. Là je suis à fond là. Et là je lâche. Et je fais Stop Dyno. Je fais clic droit. Je fais Make Dyno Graph. Et ensuite quand on va dans Road Dyno, voilà. Il m'affiche 62 chevaux, donc c'est nul à chier, tu vois. Mais j'ai une vieille courbe là, voilà. Pour que ça fonctionne, il faut mettre toutes les informations de la voiture que j'ai trouvées sur internet. « 69 chevaux, il me dit. 96 Nm. Tu vois la courbe? C'est pas le top parce que ma wastegate s'ouvre pas quand il faut. Du coup, je te recontacte plus tard. Frérot, je te jure, la voiture a le mauvais œil. Je viens juste de rentrer. Et quand j'accélérais, tu vois, elle voulait plus trop accélérer. Puis ensuite, elle s'est coupée. Et maintenant, quand je mets le contact, la pompe, elle tourne pas. Et le capteur de position du papillon ne fonctionne plus. Il m'affiche 0 volt. What the fuck. Et quand je le branche à celui-là, là, ben ça remarche. Mais la pompe, elle se déclenche toujours pas. T'inquiète pas, hein, moi non plus je vois rien du tout. Il faut savoir que ce capteur de position de papillon, il est pas d'origine puisqu'il était vendu avec le boîtier papillon plus gros. Ça c'est le boîtier papillon d'origine de la voiture. Du coup je vais reprendre celui d'origine. Comment ça pète ce truc quoi? Bon voilà. Donc ça c'est le câble du capteur de position de papillon. Je prends le truc. Voilà, je mets le contact. Donc là la pompe elle se déclenche pas. Voilà, 0,56. Je vais ouvrir le papillon. Voilà, tu vois, ça marche. Je le referme. Voilà. Et l'autre il me disait 0 tout le temps. What the fuck. Bon maintenant le deuxième problème, c'est la pompe à essence qui se déclenche pas. Elle me l'a déjà fait, et ensuite elle s'est redéclenchée sans aucune raison. Donc j'ai imprimé des pages de la Bible. Et donc la pompe elle est là. Et en gros là, le B40, il est là.
Et le problème c'est que quand je l'enlève celui-là et que je mets le contact, il n'y a pas de jus. Là, lui il me dit 0. Donc ça veut dire qu'il est pas à la masse. Et si là il n'y a pas de jus, normalement ça veut dire qu'il y a un truc qui s'appelle le inertia switch à l'intérieur. C'est un interrupteur qui se déclenche en cas d'accident pour que ça coupe la pompe à essence. Et normalement c'est ce truc qui vient envoyer du jus là. Sauf que je l'ai vérifié apparemment et il n'y a pas de problème. Casse les couilles. Je vais essayer de mettre une des deux pins là directement à la masse pour voir si ça met en marche la pompe ou pas. Ça marche pas. Nique ta mère. Bon, est-ce que c'est la putain de pompe à 13 € qui casse les couilles? Casse-toi. Mais ta gueule. Voilà. Bon, elle marche ou pas cette putain de pompe là? Ça tourne. La pompe fonctionne. Putain de merde. Qu'est-ce qui s'est passé, putain de merde? Et elle me cassera les couilles jusqu'au bout, cette putain de bagnole, c'est un truc de malade. Tout a pété sur cette putain de caisse, c'est un truc de malade. Bon, je te recontacte quand j'ai trouvé, parce que là... Je crois que j'ai trouvé le problème. Tu vois, j'étais tranquille en train de regarder les fils comme ça, tout allait très bien, et puis d'un coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, frérot? Je crois que c'est pas normal. Ça, c'est un truc que j'ai dû faire dans le passé, et voilà ce qui se passe quand on travaille mal, ou du moins pas assez bien. L'autre bout, il est là-bas, et ça, c'est un fil principal, je me souviens de celui-là, le noir et violet, c'est celui qui gère, entre autres, le contour. Il correspond à la pin 23, c'est l'arrêt de sécurité de la pompe, et aussi le signal qui va au contour. Donc je vais faire ça mieux qu'avant parce que c'est une grosse merde. Tada! Bon, je vais tourner la clé et on va écouter. Ça tourne. Voilà, la pompe elle tourne. Et c'est parti. Youpi! Ok frérot. Bon, j'ai sorti la wastegate, et donc le problème c'est que le ressort qui est dedans est trop dur. Donc pour l'ouvrir, je pense qu'il faut au moins 0,7 bar. Il est vraiment dur. Du coup, il y a trois possibilités. Soit je remplace la wastegate par une avec un ressort plus mou, soit je tords la lèvre, je l'ouvre et je remplace le ressort par un ressort plus mou, soit je mets un ressort externe qui va venir contrer la force du ressort interne. Du coup, j'ai acheté ça. Waouh! J'ai trouvé ces ressorts sur eBay, ils viennent d'Allemagne. On s'en fout, mais je te le dis quand même. J'ai pris 3 tailles différentes parce que je sais pas exactement ce qu'il me faut. Ok. Ouais, celui-là, il est beaucoup plus dur. Celui-là, il est entre les deux. Je vais commencer par celui-là. Waouh! Je mets une rondelle, je mets un boulon, ou un écrou plutôt. Il part de travers, mais bon. Est-ce que c'est grave? Bon, il faudrait qu'il s'ouvre déjà avec ça. Donc quasiment rien. Ah! Il faut tester comme ça. Frérot, la voiture elle continue de chauffer, putain, elle casse les couilles. Je comprends pas parce que hier ça allait bien, tu vois, et là regarde, on est à nouveau à 120, mais sur le ralenti, hein, même pas besoin de rouler, que tu vois. 116, et là, lui, là, on est à 130, c'est une grosse merde. What the fuck, j'ai vu 89. Regarde comment ça fluctue, c'est quoi cette merde? Ça fait 105, 90, 88, 95, 103, 95, 86. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça casse les couilles si je peux même pas faire confiance aux sondes, putain. Bon, sinon, depuis que j'ai fermé la wastegate, là, forcément, ça charge beaucoup mieux, hein. C'est presque le jour et la nuit, d'ailleurs. Ouais, non, là, on sortait déjà 0,44 bar. Il faut que je baisse la pression de la wastegate. Il se déclenche toujours à 115.
Ok frérot, bon j'ai fait plein de trucs donc je vais te faire un récap. Déjà j'ai commencé par remplacer la sonde de température d'eau qui va jusqu'à mon mano, au cas où elle ait un problème. Mais ensuite je suis allé faire un petit tour sous la voiture avec une lampe et je me suis rendu compte que la durite en métal rouge qui passe devant le bloc là, elle était plus rouge, elle était noire. Donc je me suis dit bon bah c'est peut-être parce qu'il y a le turbo devant et que ça chauffe et que le rouge il s'est barré tu vois. Mais en frottant, le noir il part. Donc j'ai compris qu'il y avait une fuite d'échappement à ce niveau-là. Du coup j'ai enlevé le collecteur, le turbo, la downpipe, j'ai tout foutu sur l'établi et j'ai tout désassemblé. Et je me suis rendu compte que le collecteur était fendu au niveau d'une de mes soudures. Du coup j'ai meulé la soudure pour faire une tranchée et ensuite j'ai fait une bonne grosse soudure sur tout le tour. Donc j'espère que ça va tenir le coup. Par contre elle est tellement moche qu'elle mérite d'être vue par personne. Tant que j'y étais, j'ai mis de l'adhésif anti-chaleur sur la durite rouge en métal. Et tant que j'y étais, j'ai remplacé la sonde de température d'huile qui va jusqu'à mon mano. Au cas où. Ensuite, j'ai enlevé le ressort que j'avais mis sur la wastegate, il est là, et j'ai mis celui-là à la place, et ensuite, j'ai tout remonté. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tester, et là, il faut vraiment que ça marche. Frérot, c'est toujours pareil. Il dit 115, 120, 110. J'ai essayé une autre jauge. Je l'ai branché directement dans le moteur, sur la sonde. C'est toujours pareil. Et la cerise sur le gâteau, c'est que quand je démarre, elle fait de l'huile à l'échappement. Donc je suis hyper content. Voilà. Ok frérot, bon, j'ai plus de sonde, donc j'ai plus d'œil sur la température. La sonde, elle continue de me dire 115, 120, alors que je l'ai remplacée, j'en ai même mis une deuxième. Bref, à chaque fois que je vérifie avec le pistolet de température, le radiateur il est à 92 quand ça se déclenche. Le moteur il a l'air à une température normale. Le filtre à huile il était à 108 degrés à l'arrêt là. Là le ventilateur il se déclenchait très régulièrement, sans problème, toujours à la même température. Oh mais le boost il est remonté à 0,3 bar. Bon en même temps je fais tout avec des trucs AliExpress au premier prix. Donc faut bien qu'il y ait des problèmes. Hein. Je crois que le ressort de la wastegate, c'est pas ouf. Je crois qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça répond pas. Quand j'appuie à fond, ça répond pas bien. J'ai pas envie de faire 4000 parties, donc cette vidéo va être un peu longue. Mais je veux qu'à la fin de cette putain de vidéo, ça marche correctement. Donc après ce que t'as vu, j'ai redémonté le turbo pour lui donner une légère inclinaison, pour essayer d'améliorer l'écoulement du retour d'huile. C'était évidemment une immense merde parce que les vis elles étaient grippées. Bref, j'ai tout remonté et j'ai amélioré le retour d'huile. Je l'ai refait à peu près 10 fois. Et au final, j'ai été obligé de le remettre quasiment comme il était. Donc, je sais même pas si ça va changer quelque chose. Youpi. Et du coup, on passe officiellement à la phase 3 du plan. Mais en quoi consiste la phase 3 du plan? Tu vas me dire. Pour la phase 3 du plan, que j'ai intitulé la phase obscure, ou encore la phase j'en ai plus rien à foutre, je veux juste que ça marche, je vais me baser sur une vidéo que j'ai vue sur YouTube récemment. C'était des Polonais qui ont monté un turbo sur une Fiat Seicento 900 cm3. Et les mecs ils sortent 0,5 bar sur l'injecteur d'origine, régulateur de pression d'origine, ils ont juste changé la pompe et ils ont reprogrammé les culs. Et après ils ont sorti une deuxième vidéo où là ils sortent 1 bar 7 sur l'injecteur d'origine, régulateur de pression d'origine. Ce qui m'amène à penser que si l'injecteur d'une putain de Fiat Seicento 09 est capable de sortir 0,5 bar allègrement, j'ose espérer que l'injecteur noir est capable de sortir 0,4 bar même à l'éthanol. Et du coup je pense que l'écu bride clairement la capacité des injecteurs. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre le contrôle total de l'injecteur noir. Pour faire ça, je vais brancher l'injecteur noir à l'écu master. Je vais tirer la température d'eau et la température d'air. Et je vais essayer de gérer moi-même l'injecteur en mode fuel implant. Comme ça, on va savoir une bonne fois pour toutes si l'injecteur noir est capable de gérer le boost tout seul ou pas. Le petit problème, c'est que les injecteurs SPI, ils ont ce qu'on appelle une faible impédance, contrairement à celui-là par exemple,
qui a une haute impédance. J'y connais rien en électronique, mais en gros ça veut dire qu'il a une faible résistance. Je l'ai mesuré, il m'a dit 2,4 ohms. Et en gros si je le branche comme ça à l'EQ-Master, ça risque de faire griller l'EQ-Master. Donc il va falloir que je lui mette une résistance. J'ai ça qui traînait, je l'avais acheté pour autre chose, mais apparemment ça devrait aller. C'est une 25 watts, 8 ohms. Et d'après les calculs que j'ai pas fait, ça devrait aller. J'espère que l'EQ-Master va pas exploser. Mais du coup tu vas peut-être me dire, mais pourquoi tu l'as pas fait plus tôt? C'est parce que ça me paraissait un peu trop compliqué. Oui, ça me paraissait plus compliqué que de souder un bob en acier pour lui rajouter un injecteur par-dessus avec un deuxième régulateur de pression, le tout géré par l'EQ-Master avec 2 cartouches. Bref, donc je vais faire tous les branchements et on se recapte plus tard. Ok frérot, bon je t'explique le problème. Avec la résistance de 8 ohms, l'injecteur noir veut pas s'ouvrir, alors que l'injecteur d'origine s'ouvre. Le vert c'est le même que le noir donc il fait pareil. Du coup j'ai acheté 2 résistances de 6 ohms. J'ai une 25 watts et une 50 watts. Je pense que je vais mettre directement la 50 watts pour pas qu'elle explose. Et avec celle-là, l'injecteur noir s'ouvre. Bon, il se trouve que EQ-Master, il recommande l'utilisation d'une résistance de 6 ohms et au moins 25 watts. Donc j'espère vraiment que l'EQ-Master va pas exploser. Bref, je monte tout ça et on va tester. Ok, bon, on va faire comme si on n'avait rien vu. Frérot, tu vas pas le croire. Le deuxième capteur de papillon a un problème. Mais c'est quoi cette putain de voiture, sans déconner, bordel? Le premier, il restait à 0, et quand t'appuyais à fond, il passait à 100%, tu vois. Le deuxième, il me dit en permanence 65%, et plus j'appuie, plus il monte jusqu'à 100, et il est à 100 à peu près à la carte pédale. Hier, ça a marché, hein, et là, je regarde sur l'ordi, ça marche plus.
Putain de ta mère. En plus, ça fait 2 fois que je redéfais le putain de tuyau, là, parce qu'il y avait des fuites d'huile. Bah non, en fait, ça fait 3 fois que je le redéfais. J'aime beaucoup. Frérot, le nouveau capteur, il marche pas. Et l'ancien, il remarche. Bruh. C'est normal. Ok frérot, bon, je t'explique le problème. Déjà, le capteur de papillon qui marchait, puis qui marchait plus, puis qui remarchait, bah il remarche plus. Mais bon, ça je m'y attendais. Du coup, j'en ai commandé un nouveau, et cette fois-ci c'est un Magneti Marelli, donc c'est exactement le même. J'en ai déjà essayé un neuf et je t'avais dit qu'il marchait pas, mais c'est parce qu'en fait il tourne pas dans le bon sens. Si jamais même celui-là il déconne, je pense que c'est un message de l'au-delà qui veut me faire comprendre qu'il faut que j'arrête tout. Bon, ensuite, l'injecteur noir est clairement capable de gérer le boost, hein. Il est suffisamment gros, même à l'éthanol, il n'y a pas de problème. Sauf que quand il est branché à l'EQ Master, bah, ça a l'air de tirer fortement sur la batterie. Ce qui fait que d'une part, quand j'essaie de démarrer, l'injecteur s'ouvre pas, donc je suis obligé de démarrer en mettant du nettoyant frein dans l'admission. Et une fois que le moteur a démarré, là, l'injecteur il prend le relais. Sauf que le ralenti est vraiment instable, que j'enrichisse ou que j'appauvrisse, il n'y a rien qui lui plaît. Et le plus gros problème, c'est que à chaque fois que le ventilateur se déclenche, là le moteur il comprend plus rien, il est en panique totale, il est à la limite de caler, et la plupart du temps, il cale. J'ai essayé de rajouter de l'avance à l'allumage pour pas qu'il cale, mais ça change rien. J'ai essayé d'enrichir sous le ralenti, mais ça change rien. J'ai essayé d'appauvrir sous le ralenti, ça change rien non plus, parce qu'au final, quand je regarde les logs, à chaque fois que le ventilateur se déclenche, le voltage de la batterie fait un pic vers le bas. Il passe de 14 volts à 12 volts 6 au moment où ça se déclenche, et visiblement, l'injecteur n'arrive pas à suivre. Donc au final, je vais être obligé de repasser sur ma double injection, donc ça veut dire que j'ai pas fabriqué mon bob pour rien. Youpi. Sauf que t'as vu que mon joint était déchiré. Du coup, j'ai acheté ça. Ça c'est une feuille de nitrile, ça fait 10 par 15, épaisseur 3 mm. C'est spécialement fait pour fabriquer des joints, donc je vais découper moi-même le joint et je vais en faire un custom. Ah oui, en bonus, le raccord du radiateur, il fuit toujours. Je l'ai refait 3 fois, j'ai mis du téflon, j'ai mis du joint silicone, j'ai tout mis. Il continue de fuir, et il fuit par un endroit où il devrait pas fuir en fait, ça vient pas du joint, tu vois. Bref, donc il y a clairement eu un problème de conception directement depuis la Chine, donc j'en attends des nouveaux pour les remplacer. Et en attendant, bah, je vais essayer de réduire la fuite jusqu'au bout. Bref, je monte tous ces trucs, et je te recontacte soit quand ça marche, soit au prochain problème. Frérot, le nouveau capteur il marche plus. Frérot, il y a des traces d'éthanol dans le capteur. What the fuck? Ça fait plus d'une semaine que j'essaye de filmer le plan final de cette putain de vidéo. Je voulais juste faire un petit truc stylé de 5 secondes avec quelques plans d'action, tu vois. Sauf que tout se passe très mal. Déjà, le capteur, il arrête pas de péter à chaque fois que j'ai envie de filmer, tu vois, genre ça marche très bien, et puis dès que je vais chercher la caméra et que je reviens, ça marche plus.
Le truc il a cramé. Du coup j'ai vérifié tout le câblage, j'ai vérifié les fils au niveau du capteur, j'ai vérifié les fils au niveau de l'écu, j'ai vérifié les fils au niveau de l'écu master, j'ai même branché l'écu master dans le moteur, j'ai dénudé les fils au niveau du capteur, j'ai tout vérifié avec un voltmètre et tout le bordel, tout va bien, il n'y a aucun problème. Et pourtant à chaque fois que je démonte un capteur, on voit clairement sur la nappe qu'il y a un fil qui a cramé. Du coup comme t'as vu, hier je l'ai démonté juste après qu'il ait pété et je me suis rendu compte que dedans c'était humide et il y avait une forte odeur. En plus vu la forme du capteur, tu vois, s'il y a du liquide qui arrive à rentrer dedans, en fait, il va stagner en bas. Ce qui correspond exactement à l'endroit où ça crame. Donc s'il y a de l'éthanol qui rentre dans le capteur, déjà, mais what the fuck, comment ça arrive ce truc? Bref, du coup je me suis emmerdé à remonter le boîtier papillon d'origine de la voiture, au cas où l'autre ait une légère fuite par l'axe du clapet. Et maintenant il me manque plus qu'un capteur papillon neuf. Et j'en ai commandé un il y a 2 jours en France déjà, c'est le deuxième que j'achète, à chaque fois je paye 30 €. Le premier il arrive en 24 heures, et là je vais voir ce matin sur le site de la Poste. Erreur d'acheminement. Donc visiblement l'univers entier est contre moi, donc l'univers, si tu regardes cette vidéo, va bien te faire foutre.